Bonjour, bienvenue aux internautes de Tunisie numérique. Aujourd'hui, et en exclusivité, notre invité à la rubrique TN Live est l'homme d'affaires tunisien et le président de la Connect, M. Talar Chif. Bonjour M. Talar et bienvenue à Tunisie numérique. Merci beaucoup, bonjour. Donc monsieur, en tant que président de la Connect, vous êtes au plus près de la réalité des entreprises tunisiennes. Quelle est votre appréciation générale de la situation du pays? Situation générale du pays, on peut dire que c'est pas très facile, en tout cas pour le monde de l'entreprise. C'est peut-être ce monde que je connais le plus parce que je le côtoie quasiment tous les jours. Et puis personnellement, je suis dans l'entreprise depuis une quarantaine d'années. Mais je reste persuadé que la Tunisie reste un endroit où on peut faire beaucoup de choses, qu'il y a plein d'opportunités, mais il y a des préalables et il y a des réformes à faire. C'est ce qu'on n'a jamais cessé de dire au niveau de la Connect Oui, à maintes et à maintes reprises, et c'est notre conviction profonde. Nous pensons qu'il y a beaucoup de réformes qu'il faut faire, qu'il faut les faire le plus urgemment possible, le plus vite possible. Et nous pensons que la Tunisie peut redevenir un endroit où on peut investir sereinement et avec beaucoup de bénéfices possibles, donc beaucoup de création de richesses et beaucoup de création d'emplois. Et comment qualifiez-vous le climat des affaires actuelles? Moi, je me rappelle, mon prof, quand j'étais à l'école, avait une phrase qui répétait toujours « peut mieux faire ». Moi, je pense qu'on est dans cette situation, on peut mieux faire. Moyennant des actions qui ne sont pas très compliquées. D'abord, évidemment, faire attention à la sécurité. Là, je dois dire que la Tunisie aujourd'hui vit des moments qui sont exceptionnels au niveau sécurité. On a fait des pas de géant, on revient de loin. Et ça, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement possible, il n'y a pas de sérénité possible au niveau du monde des affaires. Donc ça, c'est de l'acquis. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la confiance. Et la confiance, ce n'est pas un discours qui donne la confiance, ce sont des actions, c'est un comportement, c'est une application de la loi, c'est une visibilité, c'est une vision partagée. Ce sont tous ces éléments qui peuvent donner que l'environnement des affaires peut s'améliorer. La vérité, à titre personnel et au nom de la Connect, j'ai répété à maintes fois au pouvoir et au gouvernement qu'il faut avoir une structure qui s'occupe réellement de l'environnement des affaires. Et c'est important, ce n'est pas un gadget. Parce que l'environnement des affaires, c'est quelque chose qu'on doit suivre à tout instant, à toutes les heures, tous les jours. Et il y a des problématiques qui peuvent se poser un peu partout sur le territoire ou en dehors du pays et qui peuvent affecter le pays. Et ça, il faut qu'il y ait une task force composée de quelques jeunes et moins jeunes qui suivent l'évolution de l'environnement des affaires. Je ne désespère pas que cette structure va se former et va être présidée, pour moi, elle doit être présidée au moins bimensuel, une fois ou deux fois par mois, mais une fois c'est suffisant, présidée par le chef du gouvernement pendant une heure. Il n'a pas besoin de plus. Il a une équipe task force de 5-6 personnes, jeunes, avec un esprit dynamique, on peut changer radicalement l'environnement des affaires. Parce que ce sont des jeunes qui doivent être à l'écoute de la communauté des affaires, voir les problématiques, essayer de régler ces problématiques à leur niveau, je dis bien à leur niveau, et s'il y a une impossibilité ou une complication, c'est monsieur le chef du gouvernement ou les autres ministres qui doivent agir. Mais quand on a une task force qui est dédiée pour ça, on peut changer radicalement l'évolution des choses. Ça, c'est fondamental, parce que c'est ça que les gens veulent avoir. C'est avoir un lieu, une entité qui est capable d'inverser une situation compliquée, inverser une licence qu'on ne peut pas avoir, inverser une situation avec l'électricité ou l'eau et c'est coupé et ça peut générer des pertes pour une entreprise.
inversée pour un investisseur étranger quand il voit qu'il a des complications, il n'arrive pas à s'en sortir, il sait qu'il a un numéro d'appel, il peut appeler et il est au niveau du chef du gouvernement. Et là, les choses peuvent se régler rapidement. Cette sérénité qu'on peut donner aux investisseurs locaux et internationaux avec une facilité d'accès n'a pas d'équivalent, n'a pas de prix. Et les pays qui ont réussi ont ces structures. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de prédire, pas du tout. J'essaie de voir les réussites dans le monde et je pense qu'on peut s'en inspirer valablement pour notre pays. Et est-ce que vous pensez que cela est applicable en Tunisie, surtout avec... J'ose espérer, avec tout ce que j'ai dit publiquement, j'ai écrit, je l'ai dit à la télévision, nous restons convaincus que c'est une des voies possibles et recommandées à emprunter pour avoir beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience et permettre aux investisseurs locaux et étrangers d'opérer avec beaucoup plus de confiance. On revient à la confiance. La confiance, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un discours, c'est un traitement, c'est un comportement de tous les jours. Quand un investisseur sait qu'à tout moment, il a eu une injustice et il peut la réparer en quelques heures ou une journée, ça n'a pas de prix, ça. Ce n'est pas un discours. Ça, c'est de bouche à oreille, les investisseurs vont savoir que c'est quelque chose de fondamental, de vital au niveau de l'investisseur local. Que dire de l'investisseur étranger? Qu'est-ce qu'il cherche, l'investisseur étranger? L'investisseur étranger qui, pour nous, est très important. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, parce que la Tunisie n'a pas les moyens, au niveau des privés, seuls, d'arriver à un taux de croissance 7-8%. Donc, on a besoin d'investissements étrangers, les IDE, FDI en anglais. C'est fondamental pour nous. Mais pour les avoir, les gens cherchent un environnement des affaires, cherchent l'application de la loi. C'est-à-dire, si demain, il a le moindre problème, un étranger veut être traité de la même manière qu'avec un autochtone. Il ne veut pas avoir une justice qui fait des différences entre le local et l'étranger. Il veut être traité de la même manière et c'est tout à fait légitime. Toute cette institution dont on parle pour l'environnement des affaires ne peut que consolider les investissements nationaux et étrangers. Et c'est de cela qu'on peut changer la situation économique, parce que votre première question était quelle situation on vit en Tunisie. La situation, il ne s'agit pas de faire un discours, il ne s'agit pas de promettre des choses, c'est l'action de tous les jours. C'est la possibilité de donner à tout un chacun d'investir, mais surtout de donner l'envie d'investir, mais avec une sérénité. C'est ça l'investissement, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent investir n'importe où. S'ils n'investissent pas, ils peuvent thésauriser. Parce que malheureusement, en Tunisie aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très élevés et la tentation est grande de thésauriser, de ne pas investir, de ne pas prendre le risque d'investir, de mettre l'argent dans une banque et d'avoir un retour sur investissement entre 10 et 12% net, sans avoir à prendre aucun risque. Mais ça ne peut pas faire avancer le pays. Ça ne peut pas sortir la Tunisie de la pauvreté et du chômage et des perspectives un peu difficiles pour la jeunesse. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On forme les gens, mais il faut leur créer les opportunités pour travailler. S'ils n'ont pas ces opportunités, c'est le revers de la médaille. C'est les gens qui sont désespérés, c'est les gens qui cherchent à fuir le pays, à aller travailler ailleurs, ou c'est le désespoir avec toutes les conséquences du désespoir. Donc à nous de faire en sorte de dégager la route et de donner la possibilité aux investisseurs, encore une fois locaux et étrangers, d'investir à outrance en Tunisie, parce que c'est ça qui peut créer un autre cadre et d'autres perspectives pour les jeunes et moins jeunes, bien sûr. D'accord. Donc, en parlant de changement, vous avez souvent évoqué les partenariats publics-privés, PPP, comme l'une des solutions à l'allègement des charges de la fonction publique dans la masse salariale représente 70% du PIB. Or, le nombre de ces projets se compte sur
les bouts de doigts, ça ne dépasse pas les 10, je pense. C'est triste. Triste pour notre pays parce que nous sommes très souvent victimes de dogmes, d'idéologie. Très souvent, quand on parle au niveau de la Connect de PPP, partenariat public-privé, les gens pensent que nous voulons, enfin certains disent, ils veulent vendre le pays, ils veulent le donner. C'est du n'importe quoi. Les gens qui parlent comme ça, manifestement, ne maîtrisent pas le processus de PPP. Le PPP, bien sûr, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut avoir une institution qui s'inspire des réussites au niveau mondial, en essayant, bien sûr, de l'adapter aux conditions tunisiennes. Mais le PPP, c'est du bénéfice pur pour le pays. Vous allez me dire pourquoi. Notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Oui. Je crois qu'il n'y a pas un seul Tunisien qui est capable de me dire le contraire. On sait que nos moyens sont très limités, mais la Tunisie a des priorités. Au niveau de l'État, je parle au niveau de l'État, Comme les priorités pour nous, au niveau de la Connect, on a cessé de le répéter. Pour nous, d'abord, c'est l'éducation, parce que s'il n'y a pas un peuple qui est éduqué, il n'y a pas de pays. Bien sûr, fondamentalement, s'il n'y a pas... Oui, mais attention, la qualité de l'éducation aujourd'hui, je vous laisse... surtout avec la crise que vit actuellement la Tunisie. Non, la qualité est absolument très loin de ce qui se passe dans le monde. Quand je dis très loin, nous sommes très loin. Et le fossé est en train de se creuser. Donc, fondamentalement, l'éducation. Deuxièmement, la santé. Et là, je vous laisse porter les jugements que vous voulez. Voilà, les gens qui nous écoutent pour porter un jugement sur la santé publique, s'il vous plaît. Je parle de la santé publique, qui doit être une santé publique comme on l'a connue il y a 30 ans ou 40 ans, avec une qualité, avec une disponibilité de médicaments, etc. Troisième chose, c'est le transport. On ne peut pas avoir un pays où les gens, leur obsession première, c'est d'avoir une voiture, deux voitures, trois voitures, parce qu'au niveau d'une famille, on a des problèmes de transport. C'est impossible. Vous voyez comment les grandes villes et même les petites villes sont bousculées. Vous avez beaucoup de voitures. La circulation ne se fait pas correctement parce que les gens n'ont pas d'autre moyen que de prendre la voiture parce que le transport public n'est pas bon, n'est pas au rendez-vous, n'est pas bon. Il n'est pas de bonne qualité. Alors, l'État veut tout faire. Mais ces trois premiers aspects, ces trois fondamentaux, ces trois premières secteurs vitaux, qui sont des secteurs vitaux, malheureusement, l'État n'est pas en train de jouer son rôle. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Partons du principe que l'État n'a pas les moyens nécessaires. Il y a des choix à faire. Le PPP, pour nous, c'est du pur bénéfice. Parce que ça permet à l'État de faire des choses sans laisser la population en attente. Pourquoi voulez-vous que la population de telle ou telle ville, je ne vais pas nommer, je lui dis, dans 10 ans, je vais construire un hôpital. Dans 15 ans, je vais construire une université. Dans 20 ans, je peux faire le pont. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les gens, la population ne veut plus attendre. Parce qu'avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, les gens veulent avoir la qualité de vie le plus rapidement possible. Et c'est tout à fait légitime. Je ne peux pas en vouloir à la population de me dire je veux tel pont, je veux telle université, je veux tel hôpital. Mais le PPP, c'est tout à fait indiqué pour ça. Pourquoi s'en priver de le faire? C'est quoi le PPP? Le PPP, c'est de faire le projet le plus rapidement possible. D'abord, vous le faites par les privés, donc c'est beaucoup plus économique, parce que le privé dépense beaucoup moins d'argent que le public. C'est prouvé dans le monde entier, ce n'est pas une spécificité tunisienne. Deux, au niveau des délais, ça n'a rien à voir. Moi, je suis opérateur économique. Ce que un privé peut faire en une année, l'État est incapable de le faire. L'État, généralement, vu les procédures compliquées au niveau de l'administration, vu beaucoup de choses, va le faire peut-être en 2-3 ans. Donc, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent, beaucoup de temps, voire beaucoup de corruption. Qu'est-ce qu'on fait gagner à la population? On lui donne tout ce qu'il faut au niveau du cadre de vie le plus rapidement possible. Ça allège le poids financier pour l'État, ça donne satisfaction à la population. Et puis après, ce produit
aéroport, faculté, hôpital, mais après, il devient la propriété de l'État. En fait, l'État va vous donner peut-être le terrain, vous allez construire ce dont l'État a besoin, ce dont la population a besoin, et au bout de 25-30 ans, il devient la propriété de l'État. Où est le mal? Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu le pays en faisant ça. C'est pour ça que je vous ai dit, à travers les dogmes qu'on arrive à instituer ou à communiquer à la population tunisienne, à travers une certaine idéologie, on a bloqué le système. Je tiens à vous rappeler que le lac du Tunis, c'est une opération PPP qui date de 40 ans, voire plus. Est-ce qu'on a à se plaindre? Est-ce que Cheikh Salah Kamel a pris le lac et il est parti avec? Pas du tout. Il a créé de la richesse. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans cette région. Ça a changé complètement le visage de la ville de Tunis. Donc, il ne faut pas partir de ces principes. Et aujourd'hui, les pays qui ont le plus d'argent, l'Europe, les pays du Golfe, le Maroc, font du PPP. Maximum de PPP. Parce que c'est ça qui permet de donner satisfaction à la population très rapidement et d'arriver à un autre niveau et à une autre qualité de vie. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ces derniers temps, j'ai voyagé beaucoup et je suis allé à Paris plusieurs fois. Sur le périphérique, il y a un immeuble qui m'a interpellé, qui est énormissime. En partant à l'aéroport de Charles de Gaulle, vous trouvez à droite maintenant un immeuble énormissime. Mais je n'ai jamais compris c'est quoi cet immeuble qui est disproportionné par rapport aux autres immeubles. Et la semaine dernière, en lisant le journal Le Monde, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la photo de cet immeuble. Vous savez de quoi il s'agit? Le tribunal de Paris. Eh bien, ils ont ramassé toutes les cours du tribunal de Paris dans cet immeuble. Et vous savez, c'est quoi? Retrouvez Le Monde de la semaine dernière, vous allez trouver en première page, excusez-moi, je parle d'un journal, mais c'est bon à savoir, eh bien c'est du PPP. C'est des privés qui ont construit pour le compte de l'État cet immeuble où l'État a mis tous les tribunaux avec toutes les commodités, avec tout le luxe nécessaire, et ça deviendra la propriété de l'État français au bout de 27 ans. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que lire ce que font les autres pays. Nous, on croit qu'on est le centre du monde et qu'on va sortir des théories que les autres n'ont pas trouvées. Non, ça existe dans le monde entier. Si la France, 5e puissance mondiale, fait ça aujourd'hui, en 2019, pourquoi la Tunisie va s'en priver? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on se prive? Évidemment, on va peut-être faire des erreurs au niveau des contrats et tout, mais les contrats sont perfectibles au fur et à mesure. Si on a fait une erreur une fois, eh bien le lendemain, on essaiera de ne pas faire cette erreur. Et puis, vous avez des institutions financières qui ont tout le background nécessaire et le savoir pour nous aider à faire ces contrats dans les meilleures conditions. La BERD en est une, la BEI en est une autre, la BID, la Banque islamique de développement, ne fait que du PPP. Moi, je me rappelle avoir déjeuné avec le président de la BID, mais il ne me parlait que de PPP. Je ne comprends pas qu'un pays comme la Tunisie, qui a aujourd'hui un manque d'argent et de finances, pourquoi on se prive de cet élément qui est accélérateur de croissance. Et c'est important. Le monde a changé aujourd'hui. Vous allez en Europe, les autoroutes, ce n'est pas les États qui font les autoroutes. C'est les compagnies privées, et puis après, ils font l'exploitation, et après, ils le donnent à l'État. Les aéroports, il n'y a plus d'aéroports. Donc vous parlez d'obstacles pour ces projets. Qui est derrière ces obstacles? Je vous ai dit, à cause de dogmes et d'idéologie. Ce sont les partis politiques. Pas besoin de faire un dessin. Qui transmet l'idéologie? Ce sont les partis politiques. Ce n'est pas d'autres personnes. Et puis, attention, il y a des gens qui veulent garder la situation du pays telle qu'elle, pour des considérations strictement personnelles, parce qu'il y a un volet corruption, parce qu'il y a un volet autorité, parce qu'il y a des gens, pourquoi voulez-vous qu'ils donnent la construction d'un hôpital à quelqu'un d'autre? Il veut être le maître d'ouvrage. Oui, mais pour être le maître d'ouvrage, il faut avoir les moyens financiers. Si vous ne les avez pas, vous allez bloquer la population qui a réellement besoin d'un système de santé dans la région ou d'un système universitaire dans la région, etc. Il y a une infinité de choses qui nous manquent en Tunisie. Et on n'a pas les moyens de le faire.
Alors, je vais embrayer peut-être sur les entreprises publiques, parce que vous avez parlé d'entreprises publiques, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas de position dogmatique sur cette question. Pas contre les entreprises publiques. Mais on ne peut pas continuer dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Vous avez des entreprises publiques qui sont en très mauvaise situation. La majorité d'entre elles, je parle de 102 ou 105 entreprises. Et je pense que l'État doit absolument traiter au cas par cas, mais urgemment. On n'a plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dépenser de l'argent juste pour dire que c'est des compagnies nationales. Et alors, compagnie nationale? Une compagnie nationale n'a pas vocation de perdre de l'argent d'une manière structurelle. Elle peut en perdre à cause d'une situation bien spécifique, mais pas d'une manière structurelle. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, sur les 102, il doit y avoir facilement 90%, peut-être 80-90%, qui en perdent d'une manière structurelle. Ça pèse sur les finances publiques, ça pèse sur l'endettement de l'État, parce que l'État n'a pas d'argent, donc on doit emprunter pour injecter dans ces entreprises. Il y a un moment où il faut se dire stop, là où je dois rester, je vais rester, là où je dois diminuer ma part dans le capital, pourquoi pas? Pas nécessaire, si l'État veut garder une entreprise, ce n'est pas nécessaire de garder 100% du capital. Vous pouvez descendre à 20-25% et laisser les privés avec vous gérer, parce que les privés gèrent beaucoup mieux. Et il y a certains secteurs, ça n'a plus de sens de rester. Est-ce que l'État a une vocation, excusez-moi, d'acheter du riz, d'acheter du café, d'acheter du thé? Mais pourquoi le privé peut le faire et peut le faire beaucoup mieux que l'État? Et je suis sûr qu'il n'y a pas d'opération de corruption, etc. C'est pas un moyen de détourner les procédures classiques du marché public? Mais, mademoiselle, le monde a changé. Le monde a évolué. On ne peut pas garder la Tunisie avec des réflexes du XVIIIe siècle. Je suis désolé. Si notre pays aujourd'hui est en train de souffrir, c'est parce que nous avons une aversion à toute transformation, à toute réforme dans ce pays. Alors que le pays a un besoin urgent de transformation. Je suis désolé. Les personnes ou les politiques qui véhiculent ce type de discours, on ne doit pas les suivre. Parce qu'il n'y a pas de réussite. Des négociations avec ces personnes-là? Pardon? Et en concernant ce que vous me dites là, vous avez fait des négociations et... Moi, je n'ai pas à négocier. Non, moi, je parle au nom de la Connect. Je pour parle appliquer pas. la PPP, en fait. Parce que vous me dites que... Ah ben, je le dis, je le répète, et je ne vais pas arrêter de le dire à toutes les manifestations, bien sûr, parce que ce sont des convictions fortes. Oui. Moi, je l'ai bien dit, parce qu'à un certain moment, quand je parlais des entreprises publiques, certains, bien sûr, font un raccourci pour dire « il est intéressé ». Je ne suis intéressé par rien du tout. Je suis intéressé par une seule chose, c'est mettre de l'ordre dans le pays, donner des perspectives à nos jeunes et faire en sorte que les finances publiques soient en meilleure situation qu'aujourd'hui. Mais pour avoir une meilleure situation au niveau des finances publiques ou de l'endettement de notre pays, il faut réformer, il faut prendre des risques. Et ce que je suis en train de dire, il y en a d'autres. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, et c'est le bon sens. D'abord, c'est le bon sens. Il y a d'autres pays qui l'ont fait et qui ont réussi. Et ça leur a permis de dégager de l'argent qui sera investi dans les 3 secteurs que je vous ai indiqués tout à l'heure. Donc, c'est une question d'utilisation de l'argent. Comment on utilise l'argent? Comme on n'a pas beaucoup d'argent, donc il y a des choix à faire. Et les choix, il faut commencer par les choix qui sont absolument stratégiques pour le présent et l'avenir du pays. Moi, je suis ambitieux pour mon pays, pour la Tunisie. Et je pense que c'est tout à fait jouable. Si on a du bon sens, si on prend les décisions qu'il faut, si on prend ces décisions quand il le faut, pas tardivement. Sinon, malheureusement, si je reviens à votre première question, comment les choses se passent en Tunisie, eh ben, si on ne fait pas tout ce que je vous ai dit, le risque est que la situation va se compliquer davantage. Et le coût des réformes ou de la transformation après sera beaucoup plus élevé. Donc récemment, on a beau entendre parler de l'ALECA et des négociations avec l'Union européenne. Donc en tant que président de la Connect, mais également en tant qu'homme d'affaires bien sûr, comment percevez-vous l'ALECA? Est-ce que c'est un accord réellement porteur d'opportunités ou au contraire c'est une nouvelle barrière pour les entreprises tunisiennes pour accéder au marché européen?
Non, c'est à nous de faire en sorte pour que l'ALECA soit intéressante pour la Tunisie. Comment Il n'y a ça? pas, y a pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de... On ne vous sert pas un plat et on vous dit, vous allez le manger. Même si on vous sert un plat, vous êtes capable de dire, ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas aux perspectives du pays. Et c'est à vous de faire en sorte d'avoir un discours qui soit un discours tourné vers l'avenir de ces deux secteurs, parce qu'on parle essentiellement de l'agriculture et des services, et où on doit faire en sorte qu'on prenne le temps et puis qu'on demande le savoir, qu'on demande les moyens financiers pour avoir une mise à niveau comme on l'a fait au niveau, il y a 20 ans ou un peu plus de 20 ans, il y a 25 ans peut-être, au niveau de l'industrie. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. L'ALECA, ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Si c'est à prendre ou à laisser, il faut dire non, bien sûr. Mais je ne peux pas imaginer à un seul instant que la communauté européenne va nous dire c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est à nous de faire en sorte de voir quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce qu'il faut pour limiter ces faiblesses, pour les transformer en opportunités, en termes de savoir, en termes de moyens financiers, en termes de timing. Il y a un timing, bien sûr, à avoir, un moratoire à avoir. Et il faut inciter le maximum de partenariats avec d'autres pays, avec d'autres producteurs, avec d'autres investisseurs dans ces deux secteurs pour faire en sorte que cette opportunité, parce qu'on doit la prendre comme opportunité de l'ALECA, soit la plus porteuse possible pour la Tunisie et pour nos jeunes. Qu'est-ce qui empêche demain de demander à ce qu'il y ait une libération et une liberté de circulation pour les jeunes? Rien. Mais c'est à nous de demander. Et c'est à nous de savoir argumenter. Mais de là à dire, l'ALECA, c'est un serpent de mer, je ne veux pas en entendre parler parce que les Européens m'ont demandé ceci ou cela, je pense que ce n'est pas tout à fait le chemin qu'il faut prendre. Le chemin qu'il faut prendre, il faut essayer de positiver en essayant de garder et d'obtenir tout ce dont on a besoin pour faire évoluer ces deux secteurs. Mais bien sûr, il y a des gens qui sont en situation de rente ou de zone de confort, qui n'ont pas envie de changer, et ceux-là, ils ne se privent pas de communiquer en disant « l'ALECA, c'est ceci ou cela ». Non, à mon avis, il faut être positif, il faut être serein, il faut savoir quelles sont les difficultés de ces deux secteurs, les faiblesses, et il y a de grandes faiblesses, oui, je le connais. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut voir avec les spécialistes, qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte que ces faiblesses soient transformées en points positifs et en position avantageuse par rapport à la Tunisie. Mais il ne faut pas se dire non, parce que c'est l'ALECA, j'ai pas envie. Parce que j'ai connu la même chose en 95. Avant 95, avant l'accord d'association, c'était la même chose. Il y a certains pseudo-industriels qui disaient non, ça va être la catastrophe. C'est pas vrai. Ça n'a pas été la catastrophe. Ça a permis à l'industrie tunisienne, et je suis industriel, tout le monde le sait, d'avoir un saut, un très grand saut qualitatif, mais grâce à toutes les dispositions que la Tunisie, avec l'Europe, a mis en route, avec une structure de mise à niveau qui était très bien gérée, une task force où il y a eu beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de formation, beaucoup de moyens financiers qui ont été mis à la disposition de l'industrie tunisienne pour upgrader le niveau de l'industrie. Bien sûr, vous allez me dire, il y a eu des entreprises qui sont mortes. Oui, bien sûr, mais une entreprise, c'est une évidence, une entreprise qui n'est pas compétitive doit mourir. On ne peut pas garder une entreprise. Et ça, c'est un esprit ou un état d'esprit qu'on veut communiquer aux Tunisiens en disant une entreprise a disparu. C'est la nature des choses. Il y a des entreprises qui meurent, il y a des entreprises qui naissent. L'essentiel de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'on soit capable d'avoir la possibilité d'inciter, de garder, d'encourager l'entreprise à être compétitive. Une entreprise qui n'est pas compétitive n'a pas vocation de rester. Mais pour ça, il y a l'entrepreneur
qui a une grande part de responsabilité, mais il y a l'État. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien utiliser l'argent. Il faut que l'État fasse attention à ses dépenses. Il ne faut pas que les dépenses soient des dépenses en dehors du budget ou des dépenses qui n'ont aucune utilité pour le pays. Parce que si vous avez des dépenses qui ne sont pas utiles pour le pays, ça va charger les secteurs et les entreprises et ça va diminuer ou enlever la compétitivité de l'entreprise. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est un travail de tous les jours. J'ai parlé tout à l'heure d'une structure pour faire attention au cadre réglementaire ou à l'environnement des affaires. Il ne serait pas inutile d'avoir des gens pour un conseil de la productivité. Parce qu'on a tendance en Tunisie de ne pas vouloir parler de la productivité. Alors que la productivité, c'est le premier moteur de croissance pour n'importe quel pays. Et nous, c'est quelque chose à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance. La productivité, aussi bien au niveau du public qu'au niveau du privé, c'est l'arme nucléaire. C'est ça qui peut donner la progression pour un pays. Je veux dire, si au niveau de l'administration, on est habitué à donner un papier en 24 heures, si on le donne en 2 heures, c'est de la productivité. Si on avait... J'ai parlé plusieurs fois de l'administration pléthorique de la Tunisie, où il y a 800 000 personnes. Insoutenable. Je sais, c'est un sujet qui fâche, mais on peut trouver des solutions en donnant les droits de chacun pour quitter l'administration et pour le valoriser autrement. Mais il ne faut pas dire 800 000, c'est une fatalité, on doit garder 800 000. Ce n'est pas possible. La Tunisie ne pourra jamais le faire ad vita aeternam, et je sais de quoi je parle. Évidemment, c'est un sujet qui fâche, les gens ne veulent pas en parler. Mais moi, je parle parce que je ne fais pas de politique. Autre chose dont vous avez parlé à plusieurs reprises aussi, c'est le marché africain, que vous considérez peut-être comme une alternative ou une échappatoire au marché classique de la Tunisie. Donc, surtout... Non, je ne considère pas ni échappatoire ni alternative. Moi, je pense que la Tunisie a eu une grande position avec l'Europe. C'est notre premier marché. Non. L'Europe, attention, l'Europe, vous avez une partie de l'Europe qui est en train de progresser d'une manière extraordinaire. Tous les anciens pays du bloc soviétique, à savoir Serbie, Croatie, Pologne, etc., ce sont des pays qui ont une progression qui dépasse celle de, on va dire, la vieille Europe, Allemagne, France, etc. Et ce sont des pays où on n'est pas présent, parce que quand vous voyez la Tunisie fait 75 ou 80%, on va dire 75% sur l'Europe, elle le fait essentiellement sur 4-5 pays. Donc la marge de manœuvre, elle est là. Mais il faut aller travailler, il faut faire ces marchés et il faut chercher des opportunités. Et ces opportunités existent dans les deux sens. C'est-à-dire on peut vendre nos produits, mais on peut amener également des investisseurs et des touristes en Tunisie à partir de ces pays parce qu'il y a une création de richesse qui se fait chez eux. Et ce sont des gens qui veulent visiter le monde et qui veulent investir en dehors de leur pays. Pour l'Afrique, je n'ai pas dit que c'est une alternative, je dis simplement que c'est un continent qui est en train de progresser, où il y a des pays qui font des performances absolument incroyables. Il y a certains pays qui arrivent quasiment à 10% de progression de croissance annuelle. Donc, nous devons faire en sorte d'être les plus dynamiques possibles au niveau de ce continent qui est en train d'augmenter en termes de population et en termes de pouvoir d'achat. Je pense que la Tunisie a on va dire, une très bonne image sur ce continent. Ça date de feu président Habib Bourguiba et je pense à nous de faire en sorte d'être présents, d'aller dans ces pays, d'amener des étudiants africains faire leurs études ici parce que ce sera les meilleurs ambassadeurs demain de la Tunisie, de l'économie tunisienne, mais également avoir les structures d'appui. Et quand je parle de structures d'appui, c'est tout ce qui est bien sûr ligne aérienne, ligne maritime, banque, assurance. Ça, c'est fondamental. Malheureusement, on n'a pas les moyens. On revient aux moyens. Parce qu'on parle de choses, le pays n'a pas les moyens. Et c'est ce qu'on ne veut pas comprendre. Mais c'est au privé de faire en sorte de fonctionner sans ces moyens, parce que comme vous avez vu par exemple dernièrement, on a limité le nombre
pays qui sont desservis par la compagnie nationale. Donc ça n'aide pas, au contraire, ça enlève la possibilité aux uns et aux autres d'aller directement avec un vol direct. Il faut passer par d'autres pays. Mais tout ça, c'est une question d'allocation d'argent. Si l'argent que nous avons, on l'utilise d'une manière plus rationnelle et plus efficace, ça peut donner plus de possibilités aux opérateurs économiques. Mais ça reste un continent où tout est à faire au niveau vente, achat de matières premières, mais également au niveau installation d'entreprises en Afrique. Et ça, ce n'est pas interdit, il faut le faire. L'internationalisation de l'entreprise tunisienne est quelque chose de fondamental et de vital. Il ne faut pas croire que l'internationalisation de l'entreprise tunisienne est mauvaise pour l'économie. Pas du tout. Ça ne peut que renforcer l'entreprise en Tunisie et ça peut lui donner des perspectives intéressantes quand elle est installée autre part. Ça lui donne une position au niveau du marché, ça lui donne une position au niveau de la région. L'accord comme ça est un accord important. J'espère que ça va donner de bonnes perspectives pour les entreprises, mais je reste convaincu qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'Afrique. Mais en consolidant ce que nous avons déjà avec l'Europe. Je n'ai jamais dit en lieu et place, pas du tout. Il faut consolider et essayer de travailler sur d'autres pays où on n'a pas été jusqu'à maintenant, en Europe, mais focaliser le travail sur les pays africains et également les pays arabes où il y a des opportunités. Parce qu'il y a certains marchés qui sont à reconstruire. L'Irak aujourd'hui est un pays où tout est à faire. La Syrie demain, la Libye après-demain, donc il y a beaucoup de choses. Et c'est l'opportunité que l'État doit travailler avec le privé pour donner le maximum de facilité pour que les privés puissent avoir un accès, le financement adéquat et le support politique qu'il faut. Quelles sont les actions et les programmes actuels de la Confédération durant l'année 2019, cette année? Voilà. Nous sommes connus pour être très actifs. Je suis incapable de les citer, mais nous avons bien sûr beaucoup d'actions qui continuent. Hier même, on parlait de transformation digitale toute la matinée. On avait un séminaire sur la transformation digitale, parce que c'est quelque chose de très important. Mais on continue à travailler sur la RSE, on continue bien sûr à essayer de défendre les secteurs où il y a des problématiques. On aura un forum des dates, et parmi les dates à 12 heures, je crois me rappeler de la date, c'est au mois de septembre, mais ça doit être vers le 20 septembre. Ce sera le deuxième forum, c'est très important, on aura la présence étrangère importante également. Parce que nous partons du principe que les matières premières en Tunisie ne sont pas suffisamment transformées. Donc on essaie par secteur d'agir en amenant des compétences étrangères et des investisseurs. Donc ça va être pour le palmier et les dates. On l'a fait l'année dernière, cette année ce sera à mi-septembre. Également on a beaucoup de voyages qui sont préparés. Il y aura des visites, notamment, je crois, la Jordanie, le Liban, et puis les pays africains reblotent, donc tous les pays que nous avons l'habitude de visiter, avec qui nous travaillons, on le fera. Bon, c'est les événements dont je me rappelle, mais il y a du travail. Je peux vous dire que Connect fonctionne et Connect International également fonctionne au niveau international. Oui. Et concernant la saison estivale, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Surtout qu'on entend dernièrement qu'il y aura beaucoup de touristes et que la saison estivale s'annonce bonne. Je dois avouer que nous n'avons rien prévu. J'espère que cette saison se passera dans les meilleures conditions et qu'on donne tous les moyens aux opérateurs économiques d'investir de nouveau dans ce secteur. Ce secteur, c'est vrai, est en train de souffrir au niveau, on va dire, investissement, parce que les banques ne sont plus intéressées par le secteur, vu toutes les problématiques qui ont eu lieu, et notamment au niveau des crédits accrochés au niveau des banques. Je pense que nous avons, secteur privé et État, l'obligation de trouver une solution pour dépasser cette problématique et trouver les solutions nécessaires,
nous restons persuadés, personnellement, je suis très sûr de ce que je dis, la Tunisie a encore beaucoup de perspectives au niveau touristique, pas uniquement hôtellerie. Quand on parle hôtellerie, quand on parle tourisme, généralement on parle hôtellerie, mais pas uniquement. Il y a l'hôtellerie, il y a tout ce qui va dans l'environnement, parce que un visiteur en Tunisie a besoin d'être dans un hôtel, mais il a besoin également de sortir dans l'hôtel. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau culturel. On doit donner les moyens. Là aussi, le PPP peut servir pour mettre en valeur les sites que nous avons et qui malheureusement, très souvent, je ne dis pas tous, mais très souvent sont abandonnés à leur destin. Le PPP peut être un moyen pour mettre en valeur ces sites et permettre aux visiteurs qui viennent en Tunisie d'en profiter et de voir un peu la richesse et l'histoire de la Tunisie. Il y a également une autre question qui est peut-être un peu critique, mais je ne veux pas rater l'occasion d'en parler, c'est tout ce qui est transport aérien. La Tunisie est bloquée par cette histoire d'Open Sky, l'ouverture des ciels, si vous voulez. On ne peut pas avoir un pays comme la Tunisie qui a une vocation touristique historique et avec un comportement de situation de monopole du pavillon national. Moi, je n'ai absolument rien contre le pavillon national. Si on a les moyens, continuer parce qu'en Tunisie, pour ne pas dire mettre les moyens financiers, on préfère dire restructurer. En fait, restructurer, c'est mettre de l'argent et on sait que cet argent va disparaître au bout de 2-3 ans et on va restructurer, on passe notre vie à restructurer. Nous partons du principe qu'il faut, si on a les moyens de garder Tunisienne, je ne suis pas contre, mais il faut libérer le ciel, donner la possibilité aux privés tunisiens, en leur donnant des avantages, mais également aux étrangers, d'opérer sur la Tunisie, parce que le grand problème, et notamment en hiver et l'automne, c'est le transport des passagers, c'est le transport des touristes. Impossible, un touriste ne peut pas venir en hiver en prenant un billet d'avion sur un vol normal, régulier. Il a besoin de charter. S'il n'y a pas de charter, et notre compagnie n'a pas les moyens aujourd'hui de faire les charters qu'il faut, donc il n'y a pas de touristes. Donc les hôtels sont vides. Mais ce n'est pas uniquement les hôtels, c'est toute la chaîne de valeur qui souffre en hiver. Les restaurants souffrent, les cafés souffrent, le transport, légumes, fruits, viande, poissons, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut garder une position de monopole. Nous sommes, je veux répéter notre position, nous sommes contre toute situation de monopole et surtout des monopoles qui font perdre à notre pays des opportunités. C'est bien de vouloir défendre la situation de 4000 employés supplémentaires au niveau de Tunisien, mais ces 4000 employés, on peut leur donner tous les moyens pour faire autre chose, mais en libérant le ciel tunisien, on peut en créer des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est comme ça qu'il faut. Il faut avoir la pédagogie, expliquer aux gens et avoir l'audace de prendre les décisions nécessaires. On revient à votre première question tout à l'heure. La Tunisie a besoin de réformes et a besoin de se transformer. Pour finir, monsieur, est-ce que vous avez un message particulier à adresser au public qui vous suit? Non, moi je pense, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je reste persuadé que notre pays est un pays d'opportunités, où nous avons des avantages énormes. C'est vrai, la qualité de la population, la qualité de vie du pays, mais malheureusement on se fait mal parfois un manque de décision, un manque de punch, un manque de courage, d'audace. Si on prend toutes ces décisions en expliquant, bien sûr, j'insiste, en expliquant et en disant à la population tunisienne, en faisant toutes ces réformes, on va souffrir, on va perdre peut-être en pouvoir d'achat, mais ça permettra à vos enfants et à vos familles de vivre en meilleure situation dans 10 ans ou dans 5 ans et donner le meilleur exemple, parce que quand on prend ces décisions, il faut commencer par soi-même, il faut réduire, encore une fois, les dépenses au niveau de l'État et tout.
je suis persuadé que la Tunisie peut littéralement exploser au niveau croissance économique et donner des perspectives non seulement aux Tunisiens et aux jeunes Tunisiens, mais également à tous les pays qui sont voisins. D'accord. Merci beaucoup, monsieur.